Alors, je voudrais revenir sur ce que j'ai entendu depuis que je suis arrivé. On est à la croisée des chemins. Nous avons d'un côté une Union européenne qui souhaite continuer à s'agrandir, et c'est naturel. Jusqu'à atteindre l'ensemble de ce que recouvre le Conseil de l'Europe. Et ce Conseil de l'Europe, c'est, si vous vous en souvenez bien, la mère de cette Europe. Elle s'est créée à Strasbourg en 1949. Nous sommes à une étape de cette construction européenne. Une étape importante. Et nous avons deux voies. Celle qui a été celle que nous avons prise jusqu'à présent, avec les 7 traités qui se sont succédés, plus l'acte unique, pour arriver à ce que nous connaissons aujourd'hui de l'Union européenne. Une union qui est une zone de libre-échange, ouverte, et qui ne souhaite, comme je viens de le dire, que de s'agrandir. Alors, cette Union européenne, elle est peut-être, et là je vais en parler avant, dans ce que j'ai préparé, elle est un petit peu focalisée sur ce que l'on appelle le mercantilisme, c'est-à-dire faire de nous des objets consommants à travers une normalisation de la production dans les différents pays de l'Union, une réglementation qui est parfois sévère. Voilà, on reparlera donc de cette construction de l'Union. Et puis le deuxième chemin, celui qui vient d'être pris il y a 12 ans, 14 ans, et plus si on se réfère au traité de Maastricht, c'est celui de la construction d'une Europe puissance, d'une Europe construite autour des 3 axes fondamentaux que recouvre une fédération, parce que c'est un mot interdit. Ces 3 mots, c'est un pouvoir politique et économique, une monnaie et un budget. Aujourd'hui, pour ce qui concerne cet Eurogroupe, enfin cette zone euro, nous n'avons que la monnaie. Nous n'avons ni l'union politique, ni le budget. Lorsque les États-Unis s'adressent à nous, ils s'adressent à la Bulgarie, ils s'adressent à la Roumanie, à l'Allemagne, à la France, mais pas à l'Union. L'Union n'existe pas. Je parle de l'Union européenne. Donc c'est un choix qu'il faut assumer et vraiment comprendre que si nous voulons aller vers cette Europe puissance, et nous allons en parler,
il faut impérativement regarder ce qui se passe au niveau de la zone euro. Alors, je comprends que les points évoqués tout à l'heure, que l'Ukraine, ou que ce soit pour une Europe du libéralisme, une Europe à la Hayek, une Europe ouverte et déréglementée à la Milton Friedman, c'est une possibilité et c'est celle qu'ont adopté bien évidemment les anglo-saxons. Margaret Thatcher était une adepte de M. Hayek et les États-Unis ont pris cette voie. Alors, on pourra peut-être en parler si vous voulez après, mais c'est une voie qui a abouti aujourd'hui. Je résume très rapidement. Vous avez tout de même une Fed aujourd'hui qui se retrouve avec 5 000 milliards de bilan et 55 milliards de fonds propres pour une BCE qui agit un petit peu maintenant à l'image de ce que fait la Fed, avec 2 000 milliards de bilan et 400 milliards de fonds propres. On reviendra sur tout cela, mais je ne sais pas si, en déréglementant ou en réglementant, quelle est la meilleure des solutions. Je ne sais pas. Ce des systèmes qui s'opposent, c'est vrai, mais quelle est la meilleure des solutions? On pourra regarder d'ailleurs les effets d'une déréglementation. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en novembre 1999 lorsque le Glass-Steagall Act a été abrogé par Clinton aux États-Unis, puisque nous avons, à partir de là, le Glass-Steagall Act, c'était ce qui avait été mis en place par M. Roosevelt et qui a été cassé en 1999, permettant aux banques de se séparer, la partie commerciale de la partie affaires. Enfin, de la partie, voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. Les banques d'affaires et les banques de… Voilà. Alors, je ne sais pas quelle est la meilleure formule de ces deux grandes… ces deux grands systèmes qui s'opposent aujourd'hui. On pourra revenir, si vous le voulez, parce que vous avez un petit peu développé la partie Hayek. Je pourrais développer un peu la partie Keynes. Mais bon, je sais que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, je voudrais en revenir aujourd'hui à mon propos. Un directoire de l'euro à Strasbourg, vitrine d'un Eurogroupe invisible à Bruxelles. Nous avons aujourd'hui un Eurogroupe piloté par M. Dijsselbloem qui n'est pas vraiment connu. D'ailleurs, le nom de Dijsselbloem est quasiment inconnu, je crois. Et ce que fait l'Eurogroupe, encore moins connu. Strasbourg est au cœur de l'Europe de l'euro. L'idée d'une Europe de la paix est née à Strasbourg. C'est à Strasbourg que doit se construire une Europe puissance, autour d'un pouvoir économique et politique, comme je le disais tout à l'heure, d'une monnaie et d'un budget. Une Europe forte et libre, autour du pilier franco-allemand, qui pèse 5 000 milliards d'euros sur 10 000 que compte la zone euro. La zone euro a un PIB de 10 000 milliards d'euros. Et c'est vrai que
on peut très difficilement comparer la France et l'Allemagne aujourd'hui. Et c'est un très gros problème que nous avons, car si nous pouvons dire que nous avons à deux la moitié du PIB européen, enfin de la zone euro, ce PIB n'a pas du tout la même constitution d'un côté et de l'autre du Rhin. Voilà. Et c'est là d'ailleurs tout le problème de cette zone euro qui aujourd'hui est en situation de grande fragilité. Nous souhaitons faire prendre conscience à nos gouvernants de la nécessité d'un directoire de l'euro à Strasbourg, une entité qui permette de faire avancer, loin de Bruxelles, l'idée de fédéralisme autour de l'arme qui est la monnaie, parce que c'est une arme, et le lien social, parce que c'est aussi un lien social qui est la monnaie. Alors, la toute première étape, mais ça, c'est un vœu, et je dois dire que soit il se réalise et nous aurons une chance d'aller vers une Europe puissance, soit il ne se réalise pas, et puis nous aurons une dégradation de ce que nous connaissons aujourd'hui, qui est une première pierre importante pour moi, qui est cette fameuse Europe de la monnaie, une Europe puissance. Alors, le vœu, la toute première étape serait de faire siéger à Strasbourg cet Eurogroupe qui actuellement siège à Bruxelles. Alors, je parlais tout à l'heure de libre-échange. C'est vrai que cette Europe est normée par la Commission pour faciliter l'ouverture aux produits étrangers. C'est une Europe, malheureusement, aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup de pouvoir. Je ne sais pas si elle a beaucoup de puissance et elle n'a pas de défense commune. Elle est partagée entre présidence permanente, présidence tournante. Elle est partagée entre… C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un président de la Commission qui est élu par le Parlement. C'est une avancée, mais c'est encore… il n'y a pas d'union politique. Nous restons toujours dans un système intergouvernemental. Et je parlais tout à l'heure d'Europe mercantile, surveillée par la Grande-Bretagne, qui demeure et qui demeurera dans l'Union, j'en suis absolument persuadé, pour empêcher que l'Europe ne nuise à ses propres intérêts. La Grande-Bretagne n'a pas intérêt du tout à sortir de l'Union, mais pas du tout, et elle n'en sortira pas. Alors, je rajoute aussi, mais alors je sais que je ne vais peut-être pas me faire des amis, une Europe vassalisée par les États-Unis. Et je pense à TAFTA. Je sais que certains défendent TAFTA, d'autres sont un peu surpris en voyant ce qu'il y a dans TAFTA. Ce fameux partenariat transatlantique de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis. Tout est fait, malheureusement, pour saper aujourd'hui toute initiative de convergence entre les 19 pays de la zone euro. Je suis aussi désolé de dire qu'au sein du Parlement, alors ça se passe à Bruxelles, puisqu'actuellement à Strasbourg, il n'y a pas grand-chose, mais lors de la réunion de commission, il est quasiment impossible d'avancer sur un sujet d'urgence des 19 sans tout de suite avoir une initiative contraire, inverse. Tout est fait aussi pour qu'une Europe fédérale, une Europe puissance ne voit jamais le jour. Une Europe libre de ses choix, de sa politique extérieure, de sa défense, une Europe libre de ses alliances et de son avenir.
De plus, et malheureusement, les pays qui ont abandonné leur monnaie nationale n'admettent pas de devoir perdre la main sur leurs propres avantages fiscaux, leur système social, sur le budget, la défense nationale, sur leur politique étrangère. Aucun des pays constituant la zone euro, ces pays qui ont une histoire, ces pays qui ont leur propre culture, leurs propres ressources, leur propre industrie, ont beaucoup de mal à comprendre qu'ils ont abandonné leur monnaie, donc abandonné leur souveraineté, puisque la monnaie, c'est la souveraineté d'un pays. Je ne sais pas s'il y en a un qui disait, c'était Meyer Armel Rothschild, permettez-moi d'émettre la monnaie d'une nation et je me fiche bien de qui fait les lois. Et je me fiche bien de qui fait les lois. Permettez-moi d'émettre la monnaie d'une nation et je me fiche bien de qui fait les lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la monnaie, c'est essentiel, c'est fondamental. Et d'avoir perdu sa monnaie, ça nécessitait normalement de devoir avancer dans l'union politique entre les pays de la zone euro. Alors, en plus, et je termine sur les sujets qui sont un peu difficiles, le système intergouvernemental, en plus, tient une concurrence fiscale, sociale et salariale entre les États membres, ce qui est, oui, on peut dire suicidaire. Alors, je reviens sur les tenants de la monnaie unique. Après sa réunification en 90, la Nouvelle-Allemagne fait peur à ses voisins qui souhaitent alors trouver un moyen d'en contrôler la puissance. Très opportunément, Mitterrand reprend à son compte le projet de création d'une monnaie commune inscrite dans le programme Coudenhove-Carnegie de 1922 que vous avez cité tout à l'heure. Puis dans celui d'Otto de Habsbourg. Très proche de ce courant, Helmut Kohl accepte d'abandonner le mark en 91, alors que 80% étaient contre. Mais il pose une condition expresse à l'époque, celle d'une union politique et fiscale. Pour lui, comme pour Jacques Delors à l'époque, l'euro n'était pas viable autrement. Alors, je rajoute, mais c'est pas très gentil, Mitterrand et Andréotti à l'époque souhaitaient à la fois contrôler la devise et retirer à l'Allemagne tout droit de regard sur la politique et économique et budgétaire de ses voisins. C'était vraiment un très mauvais calcul. Voilà. Alors, Jacques Attali dit aujourd'hui, il n'y a pas d'exemple au monde où différents États possèdent une même monnaie sans union fédérale. Ça ne marche pas. Et moi, j'ajoute, si une nation a besoin d'une monnaie a besoin d'une nation. On ne peut pas mettre une monnaie à plusieurs nations qui continuent à vivre leur vie séparément. En conséquence, il y a une véritable contradiction de fond, un vice de fonctionnement. Comment avez une monnaie commune
Si certains pays amis s'opposent catégoriquement à toute forme de fédération, et si les membres de la zone euro eux-mêmes souhaitent conserver une illusion de souveraineté, donc dans le chacun pour soi. Malgré les efforts de chacun, les réformes qui font mal et l'austérité qui engendre une nouvelle pauvreté, les différences de compétitivité entre les États continuent à se creuser entre les États membres que tout oppose. Alors réfléchissez. Les différences structurelles entre pays membres sont fondamentales et flagrantes. Marché du travail, formation, déficit public, protection sociale, politique industrielle, dette, démographie, tout nous sépare. Les performances économiques s'appuient aujourd'hui sur une dégradation sociale et environnementale. Alors, comment continuer? Alors, comment continuer? Alors là, j'avais prévu quelque chose, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps parce que j'avais prévu de parler de la photo instantanée regardant chacun des pays membres de la zone euro. Où en sont-ils aujourd'hui? Quels efforts ont-ils fait en Espagne, en Italie, au Portugal? Et puis, le film, c'est-à-dire l'évolution des 3, 4, 5 prochaines années dans ces pays. Et ça, c'est un autre sujet, on ne l'abordera pas maintenant, mais c'est un sujet très intéressant de voir, de rapprocher les efforts qui sont faits par rapport à l'évolution et à une possible déflation. C'est un sujet un peu difficile, donc on n'abordera pas maintenant. Comme les États ne peuvent plus dévaluer leur monnaie, les peuples deviennent eux-mêmes variables d'ajustement avec baisse des prix des biens, des salaires et des pensions. La déflation menace, c'est ce dont je viens de parler, et le chômage augmente, avec des conséquences dramatiques d'exclusion, de pauvreté et de radicalisation. Alors, je voudrais prendre un tout petit exemple pour me séparer de mon texte là. Quand je pense, en 1960, nous étions pour un mark, c'était 1 franc 12. Oui. En 1999, un mark, c'était 3 francs 45. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 30 et quelques années, notre dévaluation entre francs et mark a été importante. Eh bien, sachez que le film dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui s'est passé en 2002, début 2002, l'arrivée de la monnaie unique et aujourd'hui, le film a continué. Voilà. Et nous avons aujourd'hui une différence, si nous devions aujourd'hui regarder la véritable parité de nos monnaies, francs, marques, nous serions étonnés. Voilà. Alors, je peux dire simplement, en reprenant des chiffres, notre différence de compétitivité sur cette période, entre France et Allemagne, s'est dégradée de 35%. Voilà, entre France et Allemagne sur cette période de 15 années. De plus, les peuples soumis aux contraintes de la monnaie unique n'ont pas d'instance démocratique pour s'exprimer et les représenter. C'est très, très, très important. Le Parlement de l'Union
n'est pas impliqué dans la conduite et le fonctionnement de la zone euro. Il ne dispose pas des compétences nécessaires et regarde impuissant le pouvoir financier de techniciens non élus se substituer au pouvoir politique. Et cette situation commence à inquiéter sérieusement nos voisins allemands. Certes, elle ne voulait pas de l'euro, mais au final, l'Allemagne est sortie largement vainqueur dans le match qui l'opposait aux pays membres de la zone euro, puisque nous parlions tout à l'heure de concurrence entre pays membres. Et cette concurrence, elle s'est développée, puisque chacun est resté dans l'intergouvernementalité. Elle s'est développée au fil des années. Et je dois dire qu'avec un euro fort, eh bien, l'Allemagne a exporté son chômage, mais on ne peut même pas dire ça, puisqu'elle n'en avait pas. Elle est en décroissance démographique, donc elle n'avait pas elle n'avait même pas cet inconvénient. Oui. Pardon? Oui, elle a exporté du chômage. Ben oui, parce qu'en fait, les produits qu'elle importait dans les pays de la zone euro étaient des produits importés à bas prix, puisque l'euro était fort. Donc, les produits qui arrivaient venaient, des produits en plus performants et excellents, venaient à des prix bas et concurrençaient les produits locaux. Si bien que, naturellement, regardez ce qui se passe en France. Regardez ce qui se passe en France. Je suis désolé, moi, on peut parler de Lidl, on peut parler des grandes chaînes. Bon, c'était il y a 5, 6, 10, 15 ans. Voilà, elle dit. Bon, alors on peut dire que c'était des produits qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas beaux, qui étaient, etc. Mais ils ont aidé beaucoup de gens. Voilà. Non, je ne veux pas digresser. Voilà, en effet, l'euro fort permet d'exporter à bas coût des produits à faible compétitivité. Bon, je passe. Cette inquiétude, excusez-moi. Cette inquiétude allemande sur la solidité de la zone euro vient se concrétiser dans le lancement du quantitative easing de 1100 milliards sur 18 mois. Alors là, je sais que ça ne va pas vous intéresser beaucoup, vous, Ukrainiens, parce que c'est une question vraiment qui se pose au sein de la zone euro et dans la politique allemande qui est celle de préserver l'intérêt allemand. Et ça n'est pas critiquable du tout. L'Allemagne vient de porter un coup dur à l'Union bancaire européenne. Cette fameuse union bancaire qui a été prônée et mise en avant par beaucoup, elle a exigé de faire racheter à hauteur de 80% par les banques centrales nationales les fameuses obligations souveraines et corporate sur le second marché. Je sais que c'est technique. La BCE n'alourdira ainsi son bilan que de 12 milliards par mois, alors qu'officiellement, les médias parlent de 60 à 70 milliards. Et ça, c'est très, très important. Mais je sais que c'est assez technique, je suis vraiment désolé. Mais c'est très important parce que ça remet en cause l'union de ces fameux pays de la zone euro. L'Allemagne est aujourd'hui inquiète
Et elle a fait porter aux banques nationales, aux banques centrales nationales, le poids des rachats second marché des obligations qui les concernaient à due proportion. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que cela veut dire, mais c'est tout de même gênant, surtout qu'on n'en parle pas. Surtout que c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout. Alors, l'Allemagne souhaite conserver un euro fort, ça c'est de toute façon, ça, tout le monde le sait. Grâce à ses excédents exceptionnels, l'année dernière, c'était 240 milliards. C'est tout de même le premier pays au monde. Non, non, la Chine est bien, bien derrière au niveau des excédents commerciaux. Ah non. Ah non, plus maintenant, c'est fini. Excédents qui permettent d'équilibrer la balance des paiements de la zone euro. Grâce aux Allemands, c'est toute la zone euro qui est excédentaire. Aussi curieux et aussi fou que ça puisse paraître. Alors, normalement, nous devrions avoir un euro fort aujourd'hui. Et vous allez voir pourquoi il est faible. Nous devrions avoir un euro fort parce que nous sommes globalement excédentaires. Donc, la planète euro est belle. Deuxièmement, nous avons une banque centrale dont le bilan est excellent. Souvenez-vous, au tout début, je vous ai dit 2000 milliards, 400 milliards de fonds propres. Je peux vous dire que c'est beau. Et je peux vous dire que la banque chinoise, la banque centrale chinoise est très, très, très loin de ses performances. Très, très loin aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui détermine la valeur d'une monnaie? C'est la banque centrale et c'est le bilan de… et le bilan de la balance des paiements. Voilà, la balance des paiements. Et vous avez un positionnement de la monnaie au niveau international. Maintenant, c'est vrai que M. Draghi a lancé ce QI pour faire baisser l'euro et il y arrive très bien. Vous savez pourquoi? Parce que ce ne sont pas les institutions européennes qui rachètent aujourd'hui, ce ne sont pas les… Draghi ne rachète pas sur le second marché les obligations qu'il peut racheter, obligations corporate ou souveraines, il ne les rachète pas à des institutions européennes. Il les rachète parce que les institutions européennes ne peuvent pas s'en détacher. Manifestement, elles ont des obligations, Solvency II, et vous avez des obligations aussi pour les banques de conserver des obligations souveraines. Donc, en plus, c'est ce que demande Draghi d'ailleurs, hein, dans la répartition, dans le rachat, que ce soit les banques centrales qui le fassent. Donc, ce sont des fonds étrangers qui vendent leurs euros et qui rachètent du dollar. Ce qui fait baisser l'euro. Mais c'est une baisse factice. Ça n'est pas une véritable baisse. Alors là, je dois dire que là aussi se pose un second problème. C'est que tant que si cette zone est fédérale, si cette zone est une zone pour une Europe puissance, où il y a de la solidarité entre États, alors c'est vrai que c'est une zone qui sera et qui deviendra la première zone au monde. Et c'est ce dont d'ailleurs ont peur les Américains, vraiment. Par contre, il y a une grande fragilité aujourd'hui au niveau de cette zone euro. Une très grande fragilité. Et vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui l'état de la Grèce, l'état de l'Italie, l'état du Portugal et quelque part,
La France. Je dois dire qu'on est malheureusement dans le collimateur de l'Allemagne à travers le problème grec. On est dans le collimateur de l'Allemagne à travers le problème grec. Et ça devient… Oui, oh oui. Et l'Allemagne, à mon avis… Enfin, les commentaires seront pour plus tard. En Allemagne, les maîtres mots demeurent compétitivité et consolidation budgétaire, seule façon de se renforcer vis-à-vis des pays de l'ASEAN, tout en maintenant une croissance durable non fondée sur la dette. Une croissance durable non fondée sur la dette. Voilà la Bible allemande. C'est fondamental. Il faut savoir aujourd'hui, on parle de l'Angleterre, elle est actuellement à 6, bon, elle était à 8, elle est descendue à 6, un petit peu moins de 6, % de déficit budgétaire. Bon, alors, quand vous créez de la monnaie et que vous en faites de la dette, vous pouvez bien évidemment faire vivre correctement, enfin, essayer de faire vivre votre pays. Et voilà, mais ça n'est pas une situation normale. Il faut savoir que la France aujourd'hui, on lui demande de descendre à 3% de déficit budgétaire. 3% du budgétaire aujourd'hui, ça fait encore, enfin si on reste à 3%, ça fait encore 60 milliards de dettes supplémentaires par an. Voilà, ou même un peu plus, 65 milliards. Bon, à 3%. Actuellement, on est à 4. Donc, ça fait 80 milliards. Voilà. Bon. Oui, en fait, je disais simplement que les pays du Sud sont en impossibilité de rivaliser avec Berlin. Voilà. On est à moins vraiment d'entrer dans une gouvernance politique et économique commune et solidaire qui permettrait de véritablement fabriquer une zone dans laquelle il y aurait une politique de transfert et d'investissement. À cette seule condition, on pourrait redonner ou donner la possibilité à des pays aussi divers de pouvoir vivre un jour ensemble. Voilà, alors c'est là tout le sujet, et c'est pour cette raison que on ne parle pas beaucoup de l'euro. Moi, j'ai le souvenir d'une étudiante qui avait dit un jour, en sortant de réunion, mais l'euro, c'est une monnaie, à quoi ça sert? C'est pas important. L'important, c'est la culture, la solidarité, bien sûr. Mais aujourd'hui, on voit que pour fabriquer quelque chose qui soit qui vous permette à vous les jeunes de vivre demain par rapport à des pays émergents forts, il faut vous donner la possibilité, il faut vous laisser une entité solide, une Europe puissance, solide, solidaire, qui vous permette de vous battre. Alors, c'est vrai que les Américains, aujourd'hui, ont une peur bleue d'une Europe puissance construite autour de l'Allemagne, et Europe puissance qui pourrait, si elle arrivait à se faire, prendre langue, prendre alliance avec des pays du Conseil de l'Europe, à commencer par la Fédération de Russie. Et c'est vrai que l'Allemagne a toujours été
porté à regarder vers l'Est. Et c'est vrai aussi que la Russie, peut-être qu'elle évoluera. C'est un pays qui est appelé à évoluer. Elle ne restera pas toujours comme elle est aujourd'hui. C'est un pays qui a 17 millions de kilomètres carrés, qui a des ressources immenses, ressources d'ailleurs convoitées par la Chine. Et je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment peur aux Américains que de voir une possibilité de rapprochement à l'avenir, bien sûr, pas maintenant, mais à l'avenir, entre l'Europe, puissance, et la Fédération de Russie. C'est d'ailleurs ce fameux bouclier antimissile qui était censé protéger l'Europe des fusées iraniennes, mais qui a peut-être d'autres objectifs. Il n'est plus possible de tergiverser, de repousser constamment les réformes permettant d'enclencher le mécanisme de gouvernance. Le quantitative easing et les taux négatifs permettent de gagner du temps, mais imposent de s'attaquer d'urgence aux réformes structurelles qui permettront d'enclencher le cercle vertueux de la convergence et du fédéralisme autour de l'euro. Voilà. Alors, après, une fois que ce mécanisme sera enclenché, d'autres pays pourront entrer dans la zone euro, bien évidemment. Mais aujourd'hui, faire entrer, comme on vient de le faire, la Lituanie au 1er janvier dans la zone euro, c'est un peu gênant pour la Lituanie. Parce que la Lituanie est un grand pays, c'était d'ailleurs qui allait depuis la Baltique jusqu'à la Turquie, il y a longtemps, mais c'est un grand pays qui est devenu tout petit, mais qui tenait beaucoup à son litas. Voilà. Bon, ils ont abandonné leur monnaie. Je ne sais pas s'ils ont bien fait. Alors aujourd'hui, nous avons besoin. Alors, encore une chose, pardon. Personne ne souhaite sortir de l'euro, mais en même temps, personne ne connaît le prix pour y rester. Voilà, on est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, nous avons besoin de reconstruire la confiance de nos citoyens dans une espérance politique, un véritable projet de société dans la solidarité. Il ne faut plus que les capitaux partent du sud et pour aller vers le nord, comme on le voit encore aujourd'hui en demandant, je sais que si je parle de la Grèce, je vais encore me faire tuer, mais donc je n'en parlerai pas. Mais il faut que la trajectoire des capitaux s'inverse. Voilà, reconstruire la confiance de nos concitoyens dans une espérance politique, dans un véritable projet de société, celui d'une Europe puissance, capable de donner au monde une image politique à la hauteur de sa puissance économique. Aujourd'hui, alors, l'Union européenne, mais je ne parlerai même pas de l'Union européenne parce que, non, l'Union de la zone euro, on va dire, parce qu'elle existe au moins celle-là. L'Union de la zone euro, maintenant, il suffit simplement de lui donner ce qu'il faut pour qu'elle fonctionne. L'Union de la zone euro, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, 10 000 milliards d'euros de PIB, ce qui fait 11 000 milliards de dollars. Mais là, on parle en parité de devise, pas en parité de pouvoir d'achat. Et si on parle en parité de pouvoir d'achat, alors on n'est pas du tout au même niveau. Et ça, c'est intéressant.
parce que je ne sais pas si vous avez jamais entendu ça. Aujourd'hui, en parité de pouvoir d'achat, en parité de devise, les États-Unis sont à 16 000 milliards de dollars et la Chine à 12 000 milliards de dollars. Si vous êtes en parité de pouvoir d'achat, ce qui est beaucoup plus logique, et c'est la raison pour laquelle maintenant c'est en parité de pouvoir d'achat que nous parlons, nous sommes Chine et États-Unis à 17 000, c'est-à-dire en équivalence. 17 000. Juste derrière, en parité de pouvoir d'achat, on trouve l'Inde à 7 000, alors qu'en devise, l'Inde se retrouve beaucoup plus bas. En suivant, vous avez le Japon à 4 008, puis juste derrière, vous avez toujours en parité de pouvoir d'achat, l'Allemagne, 3 500, et la Russie, 3 500. Alors, bon, je sais que c'était la Russie avant l'embargo. Je ne sais pas où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, mais c'est vrai que cette nouvelle façon de construire, enfin de voir le PIB est tout de même intéressante. Voilà. Et je reviens donc à l'union de la zone euro. Cette union de la zone euro en parité de pouvoir d'achat se retrouve à, je vous souvenez peut-être, 17 000 pour la Chine et la Chine et les États-Unis. Eh bien, nous sommes, nous, à 14 000. Donc, je parle de la zone euro. Hein. Zone euro est à 14 000. 17 000, 14 000. Donc, c'est vrai que si nous faisions un effort pour pouvoir enfin aller vers une Europe puissance, un pouvoir fédéral de cet euro, nous aurions droit à la 3e place. Voilà, une Europe de la convergence et de la solidarité, une Europe des transferts et de l'investissement, une référence au regard des valeurs universelles qu'elle porte. Voilà, une Europe qui suscite l'envie. Voilà, et je termine en disant, une Europe puissance, c'est une identité européenne. Une identité européenne, favorisant l'émergence d'une conscience collective, dont le cœur est à Strasbourg, lieu de naissance de l'Europe en 1949. Une Europe puissance, c'est une gouvernance politique et économique commune et solidaire, traitant des finances, du budget, de l'économie, de l'union bancaire, des transferts, de la solidarité, du chômage, de la démocratie et de la politique extérieure. Une Europe puissance, c'est un siège commun au FMI. Une Europe puissance, c'est un siège commun à la Banque mondiale, ce que nous n'avons pas du tout aujourd'hui. Une Europe puissance, c'est un siège commun au Conseil de sécurité de l'ONU. Une Europe puissance, c'est aussi une agence de défense qui aurait pour mission de mutualiser les moyens humains et matériels afin d'améliorer leur efficacité et d'abaisser les coûts. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans notre Europe, vraiment, il y a beaucoup d'économies à faire au niveau de la zone euro. Voilà, et puis ça pourrait être aussi, une Europe puissance, ça pourrait être aussi la création d'un marché intérieur de la sécurité des données. Ça, c'est aussi un point sur lequel travaille aujourd'hui une personne ici à Strasbourg. Une Europe puissance, c'est l'assurance de rester libre de ses choix, de sa politique extérieure, de sa défense et de ses alliances. Voilà. Alors, pour terminer, et j'arrête là, donc pour terminer, je voudrais donner les objectifs de ce directoire
de l'euro à Strasbourg. Numéro 1, objectif numéro 1, obtenir de l'Eurogroupe qu'il siège à Strasbourg. Deuxièmement, travailler sur un traité fondateur de l'euro. À partir du traité sur le fonctionnement de l'Union, traité sur le fonctionnement de l'Union que vous connaissez tous, qui a été élaboré à Lisbonne et qui a été modifié en 2011. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce traité sur le fonctionnement de l'Union. Il comporte tous les éléments d'un traitement fondateur de l'euro. Tout. Dans une confusion magnifique. C'est vraiment la plus grande confusion entre la zone euro et l'Union européenne. Alors, je parle de confusion, excusez peut-être, c'est peut-être un mot un peu fort. Mais il y a une volonté, je crois, au sein de ce traité sur le fonctionnement de l'Union, il y a une volonté de fondre l'Union, de fondre l'euro dans l'Union, de fondre tout ce qui est tout ce qui pourrait être de l'euro, de le fondre pour ne pas trop en parler. Voilà. Alors, je crois que c'est le deuxième point fondamental, travailler sur une proposition d'un traité fondateur de l'euro qui permettrait de structurer son avenir, l'avenir de l'euro, en donnant naissance à un parlement de l'euro. Voilà. Et ce pourrait être l'occasion de lancer cette idée d'un parlement de l'euro à Strasbourg. Troisièmement, poser clairement les bases d'une gouvernance politique et économique commune et solidaire via une politique de transfert et d'investissement. Quatrièmement, mettre en place une véritable union bancaire européenne, décorrélée des risques souverains. Mon Dieu, c'est ce que nous souhaitions à l'époque quand on souhaitait faire des eurobonds. Combien de temps a-t-on parlé, combien de fois a-t-on parlé des eurobonds à l'époque? La mutualisation de nos dettes pour pouvoir, à la limite, les titriser. Bon, parce que c'est vrai que des dettes d'une planète, la planète euro, aujourd'hui, oui, je voudrais encore vous dire cette petite anecdote. Ah oui, excusez-moi, une petite anecdote encore. Il y a plusieurs planètes. Vous avez la planète yen, euro, dollar et yuan. Eh bien, alors on commence par les plus faibles. Alors la planète la plus faible, c'est la planète yen. Alors on n'en parle pratiquement plus. Elle est très loin, c'est Pluton. C'est Pluton. C'est-à-dire elle est solide, mais elle est très, très éloignée. Alors, il y a ensuite la planète dollar, qui, elle, est solide, plus proche, mais qui a des petits soucis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit à travers la structure de la Fed et des déclarations de Janet Yellen. Ensuite, il y a la planète Yuan, qui, elle, est solide, qui traverse d'ailleurs une tempête très, 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 très importante, parce que le paradigme a totalement changé. On a aujourd'hui l'usine du monde qui est devenue une planète qui doit maintenant faire vivre ses habitants et les faire consommer. C'est un changement complet. Voilà. Et puis, vous avez la planète euro. Or, la planète euro, c'est celle qui brille le plus de toutes. C'est celle qui est la plus équilibrée, la plus belle. Aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Le seul problème,
c'est que toutes les planètes ont un sol. Vous pouvez vous poser dessus. Aujourd'hui, la planète Euro, elle, c'est une planète gazeuse. Vous pouvez la traverser, vous ne la voyez pas. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut rendre cette planète, il faut lui donner un sol, il faut lui donner une solidité qu'elle n'a pas. Alors qu'elle brille, elle brille uniquement par le gaz qu'elle a. Il faut la transformer, il faut la faire évoluer. Voilà. Cinquièmement, et je finis, modifier les règles budgétaires et la contribution des États pour se doter d'un véritable budget. Alors, ça aussi, il faut savoir que le budget de, j'en termine parce que je sais que j'étais un petit peu long, le budget de la zone euro, vous vous souvenez peut-être, 10 000 milliards pour la zone euro, 95 milliards de budget, 0,9, 0,95. Le budget de la France, ce n'est pas un exemple, 18% de son PIB. Le budget des États-Unis, alors le budget des États-Unis, c'est autre chose. C'est pas 0,9, c'est 27%. Alors, je sais que ça oscille entre 24 et 27, mais le vrai chiffre, c'est 27. Bon. On n'a pas de budget. Ce n'est pas un vrai budget. C'est un budget qui a été d'ailleurs diminué par l'Angleterre, qui ne se trouve pas dans la zone euro. C'est super. Donc, je trouve que voilà, il faut un budget qui permette d'harmoniser, de répartir, de fédérer et de diriger. Voilà, un vrai budget. Et je pense que le vrai budget serait de 5%, non pas 15 ou 18 ou 20 ou 25, ça c'est pour plus tard. Mais en tout cas, au départ, au moins 5% du PIB de la zone euro. Sixièmement, donner toutes leurs chances aux initiatives de convergence, à commencer par l'harmonisation des fiscalités, la réduction des différences sociales, l'ajustement des coûts salariaux, etc. Et septièmement, j'en finis, et j'ai terminé. J'ai fini après, je ne parle plus. Septièmement, distinguer géographiquement l'union monétaire, Europe puissance en gestation, de l'Union européenne, zone de libre-échange sans réel pouvoir. Distinguer géographiquement, c'est-à-dire que je sais que ce n'est pas de moi, ça ne vient pas de moi. Je sais que si je dis le nom de la personne de qui, parce que cette idée vient tout de même d'un ancien président de la République. Bon, donc ce n'est pas une idée que je porte moi. Ça vient de M. Valéry Giscard d'Estaing, voilà. De distinguer géographiquement, pour des questions d'ailleurs tout de même, la zone euro de l'Union européenne. Voilà. Alors, on pourra effectivement parler plus tard, si vous voulez, de ça. Alors, je voudrais encore, pour finir, et c'est pour répondre à monsieur, pour Hayek, là, monsieur Hayek. Oui, pour monsieur Hayek, là, je voulais répondre. Une chose très importante. Vous avez, vous parliez tout à l'heure de l'inondation, en fait, de la porosité entre les QE, c'est-à-dire l'argent qui circule entre la Banque centrale et les banques nationales. Alors, il y en a 8000 en Europe, l'ensemble des banques, voilà. Donc là, vous avez une circulation monétaire
particulière qui se fait entre la banque centrale et les banques. Voilà, c'est pareil d'ailleurs aux États-Unis. Et puis vous avez un second circuit, tout à fait différent et parfaitement étanche. Il n'y a pas de porosité entre les deux circuits. Le second circuit étant celui des PIB et des banques commerciales. Enfin, des banques commerciales et du PIB. Voilà. Alors, je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, les QE n'avaient pas, sauf sur le plan du taux, des taux, voilà, il n'y a que là-dessus qu'il y a une porosité entre les deux circuits. Quand on commence à jouer avec une énorme fabrication de monnaie au niveau de la BCE, vous avez une baisse des taux qui, elle, se répercute dans l'autre circuit. Mais il n'y a pas d'autre porosité entre les deux. Voilà. J'arrête parce qu'autrement, je vais aller trop loin. J'arrête et puis je réponds à vos questions.